Coucou les addicts, nous voici donc réunis pour le tout dernier décryptage de la saison 1 d'Outlander. Que de chemin parcouru depuis ces quelques semaines, depuis le mois de juillet, date à laquelle je publiais mon tout premier décryptage. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Et pour fêter la fin de la saison 1, en tout cas dans mes décryptages, je vais vous faire un petit cadeau. Je publierai la traduction d'une interview de Sam à l'issue de la saison 1. Il évoque pas mal de sujets avec un journaliste spécialisé en séries télé. Vous verrez, c'est super intéressant. Et donc, je la publierai, cette traduction, dès lors que la chaîne aura atteint 500 abonnés. Donc, si ce n'est pas encore fait, surtout, abonnez-vous. Vous trouverez un petit icône, là, une petite icône en bas à droite de la vidéo. Il suffit juste de cliquer dessus et hop, le tour est joué. Elle est prête, donc à vous de jouer de votre côté. Ce dernier épisode de la saison 1 est véritablement magistral. Il y a beaucoup de choses à en dire. Mais avant que je vous livre mes impressions un peu plus à froid, il faut que je commence par vous donner les impressions que j'ai perçues lorsque j'ai visionné pour la toute première fois la série. Et c'était il y a quasiment un an, jour pour jour. Donc l'épisode s'ouvre sur la scène de rassemblement des soldats dans la cour de la prison. Et puis assez vite, on découvre Jamie allongé sur une banquette, le regard dans le vide, et puis Blackjack qui apparaît progressivement derrière lui. Et très très vite, il y a le sauvetage de Jamie. Et la première fois que j'ai vu l'épisode, j'ai vraiment soufflé. Je me suis dit, ça y est, il est sauvé. Et enfin, après, j'ai été cueillie, mais vraiment, dans mes émotions, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'on retourne avec Jamie dans le cachot par ses flashbacks. Et tout ça est allé crescendo, ce qui fait que c'est un épisode que j'ai eu beaucoup de mal à re-regarder. Je sais que vous êtes nombreux dans mon cas. Et pourtant, je l'ai fait. Alors, qu'en dire maintenant à froid, après l'avoir revisionné plusieurs fois ? Tout d'abord, la structure de l'épisode, aussi entre le temps présent et les flashbacks de Jamie. Donc ça, c'est un peu comme dans l'épisode 15 où on sortait du cachot et on y retournait. Là, c'est ce qui se passe. Alors, on sait que Jamie est sauvé physiquement. On ne craint plus pour sa vie, enfin pas vraiment. Mais néanmoins, il y a énormément de tensions et cette alternance de temps présent et temps passé reste salvatrice pour nous les spectateurs, parce que je pense que ça aurait été vraiment très très difficile d'enchaîner toute cette scène dans le cachot, qu'elle soit d'un bout à l'autre. Là, déjà là c'est crispant, ça aurait été vraiment 1000 fois pire. Et je le disais, on ne craint plus vraiment pour la vie de Jamie. Son corps est sorti de la prison assez rapidement. Au bout de 10 minutes d'épisode, il est en dehors des murs. Mais on se rend compte assez vite que l'arc narratif de l'épisode repose sur le fait qu'il faut sauver son âme. Et on a cette ambiance lourde, cette ambiance pesante, je dirais même nauséabonde, qui nous poursuit et qui nous pèse en fait tout le long de l'épisode. C'est vrai que le viol de Jamie est difficile à regarder car il est violent. Et c'est surtout le viol de son âme qui le laisse anéanti. Et c'est ça qui est très dur en tant que spectateur. C'est très inconfortable, c'est dérangeant, c'est souvent même écœurant. Les scènes se multiplient et je trouve elles sont de plus en plus dures, psychologiquement, mentalement. Et la question que je me pose, c'est comment les acteurs ont pu sortir indemnes de tout ça. Il y a eu un excellent travail qui a été fait sur le script. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que tout l'épisode tourne autour du sauvetage, que finalement on en voit un peu plus les détails et l'orchestration. Mais je l'ai dit, c'est pas ça qui a été choisi. Et ce script, il est vraiment magistral. Alors je le dirai tout à l'heure lorsque je comparerai le roman et la série. On est très écarté du roman, mais waouh, en tant que spectateur, on ne peut qu'apprécier. Et si le script est magistral, l'interprétation des acteurs est également exceptionnelle. Je disais pour le décryptage de l'épisode 115 que c'est Tobias qui crevait l'écran. Là, vraiment, c'est Sam Yuan qui sort du lot.
je fais un petit montage là, en parallèle pour vous montrer le langage du corps. En fait, ils n'ont souvent pas besoin de parler, ces acteurs, pour transmettre les émotions. Là, c'est magnifique. Pour la petite anecdote, Ron Moore, qui était censé écrire le script de l'épisode, est resté assez longtemps devant une page blanche. Alors, pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il écrivait des choses, mais en se relisant, il se rendait compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, il a fait appel à Ira Stevenberg, qui a également écrit le script de l'épisode précédent. Et l'association des deux, voilà, nous donne cet épisode qui est merveilleusement bien écrit. Alors, bien écrit, même s'il est dur à regarder, c'est sûr qu'ils ont été très très loin dans le graphisme et dans le réalisme en fait des scènes. Il n'y avait pas beaucoup de choses suggérées. On nous a tout mis sous les yeux, on ne nous a rien épargné. Là, notre inconscient n'a pas eu besoin de fonctionner, on n'avait qu'à observer. Et c'est ça, je crois, qui est difficile. Quoi dire d'autre ? Je pense que l'horreur de ce qu'on a observé était nécessaire pour nous. Il nous fallait descendre dans le cachot avec Jamie, en même temps que Claire, d'ailleurs. C'est Claire qui a la primeur de ces infos-là. Il nous fallait descendre dans le cachot pour comprendre pourquoi Jamie est tombé aussi bas, pourquoi il est autant atteint, pour qu'on comprenne aussi ses choix, ses réactions. Et puis, je pense, pour qu'il reste cette sorte de héros à nos yeux, on nous force à regarder et à observer ce qui fait que Jamie a sombré psychologiquement. Ce qui change lors des visionnages suivants, quand on a le courage de le faire, c'est les indices sur la grossesse de Claire qui d'un coup semblent évidents. J'avais quelques doutes lors de mes premiers visionnages, mais là, voilà, on a cette connaissance-là, donc on se dit, mais oui, on nous l'a mis sous les yeux en fait depuis 2 épisodes. Et ce qui change aussi, et ça c'est assez étrange comme sentiment, c'est que on sait ce qui va se passer, mais moi j'espère toujours que Claire va arriver à temps. Bon, voilà. Je crois sincèrement que c'est un épisode qui aurait pu durer 2 heures, comme ça arrive parfois pour des fins de saison dans certaines séries. Il y a beaucoup de choses du roman qui ont été laissées de côté ou qui ont été modifiées. Et s'ils avaient eu le budget pour faire un épisode de 2 heures, ça aurait été royal pour nous, je pense, parce qu'on aurait eu plein d'autres choses vraiment sympas. Néanmoins, je dois avouer que la fin, pour moi, n'est pas bâclée du tout. Elle est particulièrement soignée. Tout y est. Concernant Outlander, on a le beau paysage avec cette mer, enfin les côtes écossaises. On retrouve certains de nos personnages fétiches, Rupert et Angus, avec leur humour, évidemment. Angus qui ne peut pas s'empêcher de faire sa petite blague. Il y a de très belles musiques aussi sur le final. Si on écoute les 5 dernières minutes de finale, on a le générique le générique de la série un peu modifié. On a le thème de Claire et Jamie. On a aussi le thème des pierres, de la danse des fées. C'est très joli, c'est réorchestré en plus, c'est chouette. On a l'amour, le thème de l'amour, bien sûr, qui est là, très présent à la fin. On retrouve Jamie en voie de guérison, il se tient sur ses pieds, il est résilient. On le voit sourire, on le voit faire de l'humour. Bien sûr, il y a l'annonce de la grossesse de Claire, qui est une bonne nouvelle. Jamie qui prononce à nouveau le mot Sassenach, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendu. Ça, c'est plutôt sympa. On se dit que c'est bon signe aussi. Et puis, ce départ en bateau sonne comme un nouveau départ. Alors, on dit au revoir à l'Écosse, on dit au revoir aux amis. Enfin, nous, on dit au revoir à nos personnages fétiches auxquels on avait fini par s'attacher. Et puis, on dit peut-être aussi au revoir à ces événements traumatiques qu'on laisse derrière soi. C'est une belle fin. Pour cette rubrique, je vais mettre en lumière trois scènes. Ma scène préférée, vraiment, c'est la scène entre Jamie et Claire à la fin de l'épisode, lorsque Claire décide d'entrer dans le côté sombre avec Jamie. Je vais le résumer très simplement. Je pense que
certains, voire même la plupart d'entre vous partagent ce que je vais dire, mais j'ai tout aimé dans cette scène. J'ai surtout aimé l'amour qui se dégage entre les deux personnages. J'ai adoré le jeu des acteurs, très très juste. J'ai adoré la mise en scène. J'ai adoré les costumes. J'ai adoré la fin de la scène, enfin voilà, la conclusion de cette scène. Le fait que Jamie prenne Claire dans ses bras. Voilà, rien de plus. Je détaillerai pas plus que ça. J'ai adoré pour les émotions que ça a suscité en moi. Je continue par une autre scène que j'ai beaucoup aimée, beaucoup plus en nuances et néanmoins très représentative de cette fin de saison. C'est la scène entre Claire et Murtock. Lorsque Willy vient de dire à Claire que Jamie avait envie de mourir et que donc elle confronte Murtock à ce sujet. Je trouve que c'est une mise en lumière de plusieurs choses. D'une part, le rôle du parrain de Murtock, là, qui ressort vraiment, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour le protéger, mais y compris jusque dans la mort, c'est-à-dire que si Jamie doit s'abîmer dans une mort lente et nauséabonde, il fera en sorte d'abréger ses souffrances. J'adore aussi cette scène pour l'empathie que Murtock a pour Claire et empathie qui est vraiment sincère. Hein. Autant ces personnages se toisaient beaucoup sur le début de la saison et même encore jusqu'à l'épisode de la recherche. Mais là, vraiment, on sent que la glace est brisée entre ces deux-là et ils se parlent en confiance. Et d'ailleurs, Claire lui attribue aussi ce rôle de confiance et de confident. C'est un vrai développement pour ce personnage qui n'est pas autant mis en lumière dans le roman et on sent qu'il est très important pour la suite. C'est pour ça que j'ai choisi de parler un peu de cette scène-là. Et en ce qui concerne mon flop, pas compliqué parce que vraiment j'ai un gros sentiment de malaise quand je visionne cet épisode et je crois que la scène qui me heurte le plus c'est la scène du viol brutal de Jamie, hein, donc qui intervient assez tôt dans l'épisode. Pour moi c'est trop réaliste, c'est trop graphique, c'est très dérangeant. Et alors c'est bizarre que je dise ça juste après avoir parlé dans mes impressions générales de la nécessité d'aller dans le cachot et de voir tout ça. Mais là, je crois que j'aurais aimé que ce soit un peu moins direct et j'aurais quand même compris. Aujourd'hui, j'ai choisi de développer 4 thématiques et je commence par faire un zoom sur les références religieuses qui émaillent l'épisode. Et pour moi, ces références, elles sont de deux natures. Celles que l'on va retrouver dans le monastère, vous allez me dire, c'est très logique. Et puis également celles que l'on retrouve dans le cachot entre Jamie et Randall. Et les premières que j'ai envie de mettre en avant, ce sont celles du cachot. La réalisatrice Anna Forster en parle d'ailleurs également, et notamment d'une. C'est la représentation et l'image que l'on peut avoir de la Pietà. Alors c'est une iconographie religieuse chrétienne où l'on voit la mère du Christ tenant son fils mort complètement abandonné dans ses bras. Et cette image, on la voit entre Blackjack et Jamie. Mais il y a également d'autres signes qui y sont associés, même s'ils n'ont pas été faits sciemment par les scénaristes. Il y avait déjà la main clouée, donc ça on aurait déjà pu le relever dans l'épisode précédent, comme le Christ sur la croix. Hein. D'ailleurs, il y a aussi la blessure sur le flanc de Jamie. Alors là, c'est le sceau de Randall, mais dans l'imagerie chrétienne, c'est les marques également du Christ cloué sur la croix. Alors la blessure, on voit surtout celle de droite. L'eau que Randall verse sur le front de Jamie, ça peut faire penser au baptême chrétien. Également, quand Blackjack se verse le seau d'eau sur le corps, bien sûr, il se lave, mais moi, j'y vois aussi une imagerie un peu religieuse là derrière tout ça. Et d'une certaine manière, l'huile qu'il utilise pour soigner en tout cas pour atténuer la douleur et les blessures de Jamie, c'est également une référence à la religion chrétienne. Alors évidemment, dans le monastère, là, c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus franc. Donc c'est Winnie,
on va dire, le religieux de la bande qui a déniché ces chambres et puis au monastère. L'entrée dans le monastère, quand Jamie est sur une civière, moi, ça me fait penser à... Enfin, quand tous ces hommes portent cette civière, ça me fait penser au port du cercueil dans l'entrée dans les églises ou dans les autres bâtiments religieux de toute religion. Bien sûr, il y a la croix au-dessus du lit de Jamie dans sa chambre de convalescent. Et également, je trouve que c'est très paradoxal la discussion que Claire a avec le frère Anselme, parce que l'on sait très bien que Claire n'est pas du tout portée sur la religion, et pourtant elle entame une réflexion spirituelle dans la chapelle. Elle ressent la présence de Dieu, et elle entre dans une sorte de confession. Alors bien sûr, le père Anselme est à l'écoute, même si on sent qu'au départ, le doute l'envahit. Mais il est complètement à l'écoute. Et il y a une belle scène qui rappelle un peu une scène que l'on retrouve dans le mariage quand Claire entre en confession et qu'elle lui raconte toute son histoire. C'est fait par bribes de mots. Et si vous vous souvenez, dans la scène du mariage, quand Jamie parle de sa famille, c'était un peu filmé de la même façon. Une autre scène aussi dans l'épisode où Claire avoue à Jamie qu'elle vient du futur, etc. C'est également fait de la même façon avec des ellipses et puis juste quelques bribes de mots qui nous permettent de comprendre ce qui se raconte. Dans cette chapelle, on a la notion de foi, de croyance. Et la réaction, je trouve, du frère Anselme est assez inattendue. Il fait preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit. Et le seul autre religieux qu'on a croisé dans la série, si vous vous souvenez, c'est le père Bain. Il ne faisait pas tout à fait preuve de la même ouverture d'esprit, bien au contraire. Donc c'est assez inattendu. Et là, je trouve que pour Claire, elle entre dans un vrai questionnement assez philosophique. Que fait-elle là ? Enfin, que fait-elle dans cette époque, à cet endroit ? Pourquoi est-elle là ? C'est dommage parce que je trouve que ça ne va pas assez loin, cette scène. On aimerait en avoir un peu plus. Alors bien sûr, elle n'obtient pas forcément de réponse. Elle trouve les réponses en elle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle livre à Jamie à la fin de l'épisode, quand elle lui dit « Mais comment pourrais-je expliquer tout ça si ce n'est pour qu'on soit ensemble ?» Et ça, c'est la réponse qu'elle a trouvée. J'ai également choisi de développer la thématique du viol, le viol de Jamie. Et c'est la première fois dans la saison qu'il y a un viol, on va dire, abouti. C'est vrai qu'il y avait une tentative sur Claire dans l'épisode 8 par les soldats anglais. Et puis Blackjack aussi dans l'épisode 8-9. Jenny également, qui nous parlait de son quasi-viol dans le flashback, épisode 12, la Librock. Là, dans cet épisode, on sent que c'est pas un viol violent, enfin, c'est pas de la violence pour de la violence. Ce qu'on nous dit surtout, ce sont les séquelles indélébiles du viol, et les traumatismes que ça laisse, les mécanismes de défense qui sont mis en place par la victime, là, Jamie. Et je trouve que c'est assez malin de la part des scénaristes, parce que Jamie n'est pas dépeint simplement comme une victime. Il a fait ce qu'il a pu pour survivre. Et Outlander ne s'est pas uniquement penché sur les blessures corporelles. La série a aussi exploré les blessures spirituelles et psychologiques. Et ça, c'est vrai, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est clair qu'après la brutalité de la première scène, dont je parlais dans mon flop, succède le semi-consentement de Jamie. Alors bon, c'est sûr que le consentement est obtenu par un moyen tout à fait nauséabond, mais néanmoins, il dit à Claire, Jamie dit à Claire, il m'a fait l'amour. Jamie a pris du plaisir, il a eu un orgasme avec Blackjack Randall, et évidemment, il se sent coupable de cela, il a énormément honte. Jamie est brisé, il se sent coupable, je l'ai dit, et son traumatisme qui se traduit par des hallucinations, une sorte de dépression, le dégoût de soi, l'envie de mourir. On ne nous ment pas. Vraiment, là, l'envie de mourir de Jamie n'est pas minimisée, et on comprend que, comme sa main, son âme mettra du temps à guérir. Il n'y a pas de caricature dans ce qui nous est présenté à l'écran. Je trouve que ça sonne vraiment, que ça sonne vrai, voilà. Et pourtant, à la fin de l'épisode, on sent que rien n'est réglé.
Bien sûr, le traumatisme physique et mental est trop frais. Et sur le bateau, Jamie, on sent qu'il essaye de s'en sortir. Il fait bien comme il peut. Et Claire est entrée dans l'ombre pour lui et elle a usé de la force pour le faire réagir. C'est sa menace de mourir avec lui qui a en quelque sorte sorti Jamie du marasme dans lequel il était. Et je trouve que ça, c'est une belle image parce que dans Outlander, c'est ça, c'est l'amour peut tout, c'est l'essence de la série. Mais comme la série est trop intelligente et trop nuancée pour nous laisser sur un véritable happy end, l'annonce de la grossesse de Claire, certes, amène un sourire sur le visage de Jamie, mais ensuite, on observe quand même son visage légèrement se fermer. On sent que les séquelles du viol sont loin d'être réglées et qu'on en expérimentera encore des suites dans la saison 2, c'est sûr. Cet épisode est aussi l'occasion d'approfondir un peu plus la psychologie du personnage de Randall. Et ce que j'ai déjà dit dans le décryptage de l'épisode précédent, c'est que donc Randall est fasciné, il est obsédé par Jamie. Il joue avec lui un jeu malsain, comme il l'avait fait auparavant aussi avec Claire et certainement avec d'autres. Randall a besoin d'explorer ce qu'est Jamie, ce qu'il est, ce qui fait qu'il est lui. J'avais dit aussi dans mon décryptage précédent que c'était un homme de parole, qu'il avait probablement du respect pour Jamie. Et son défi, c'est de faire flancher spécifiquement cet homme-là pour tout ce qu'il représente en fait. Et quand Jamie parle à Claire quasiment pour la première fois, il lui dit Randall m'en a trop fait et pas assez. Et en fait, Randall s'était servi de Claire dans l'épisode 15 pour obtenir ce qu'il voulait de Jamie. Et c'est encore en l'utilisant, elle, qu'il va vraiment pouvoir arriver à ses fins. Au départ, dans le cachot, il souffle le chaud et le froid. Hein, il est tour à tour plutôt... alors, je n'ai pas envie de dire tendre parce que c'est pas tout à fait le mot juste pour Randall, mais on va dire que voilà, il a des attentions plutôt gentilles vis-à-vis de Jamie lorsqu'il lui donne de l'alcool, lorsqu'il le soigne, lorsqu'il le lave. Il lui retire le clou. Mais au départ, Jamie n'est pas prêt du tout à lui faciliter la tâche. Hein. Il lui crache à la figure également quand Randall lui caresse le sexe. Et Jamie dit à Randall, prenez votre plaisir. Et sauf que c'est sans doute ce qu'il ne fallait pas dire parce que Randall ne veut pas prendre, il veut que Jamie lui donne. Et donc c'est à ce moment-là où il sort de ses gonds et parce que c'était pas son plan, hein, lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment une coopération totale de Jamie. Et donc c'est là où il le viole très brutalement. Il veut que Jamie crie, ça va très loin. Il y a son côté sociopathe qui ressort à ce moment-là. Dans la scène suivante, Jamie est allongé au sol, un peu comme un animal sans défense. C'est dur à regarder aussi, ça. Et Randall est assis contre le mur. Il est très calme. C'est presque un calme chirurgical. On dirait vraiment qu'il est en train de faire une expérience clinique avec Jamie. Et à côté de ça, Jamie est en état de choc. Hein. Il confond évidemment le visage de Randall avec Claire. Et là, Randall tient un truc. Et quand il se rend compte qu'il a trouvé le moyen de faire flancher Jamie, et ben, il y va à fond. D'ailleurs, il a ce mouvement d'épaule, cette mimique. C'est très bien joué. je me répète sans doute, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens. Le langage corporel de Tobias à ce moment-là, il est très évocateur. Hein. Donc Randall se prépare à y aller. Donc on a la scène du saut. Hein. Et là, on se rend compte que Jamie a capitulé, qu'il est soumis. Mais Randall en a la preuve également.
Et cette stratégie nauséabonde avec l'huile parfumée qui est plutôt féminine, hein, l'odeur de lavande, c'est plutôt féminin. Il détache ses cheveux. Il y a une légère ondulation. C'est vrai qu'ils ont la même couleur que ceux de Claire. Et là, Jamie, la confusion est totale. Alors, il est perclus de douleur, évidemment. Il essaye de mettre en œuvre des mécanismes de défense suite au traumatisme qu'il est en train de vivre. Et une fois que Randall lui a fait l'amour, hein, les propres termes de Jamie, on voit sur le visage de Jamie, il se rend compte de ce qui vient de se passer et le sadisme de Randall qui lui dit « Mais comment Claire pourra-t-elle te pardonner ça ?» Et ça se termine, Randall étant en confiance après tout ça, en fait. Il s'endort aux côtés de Jamie, il est nu à ses côtés. Il ne se sent pas du tout menacé par Jamie, qui aurait pu se retourner, l'étrangler, faire je ne sais quoi. Mais Randall sait qu'il a gagné et il n'en a pas peur du tout. Et s'il n'y avait pas eu tout ce vacarme avec l'entrée des vaches dans la prison, Randall aurait tué Jamie, c'est sûr. Il allait le faire et il aurait tenu sa parole. Et pour finir, j'aime beaucoup relever les petits clins d'œil qui sont faits par les scénaristes à d'autres épisodes de la saison. J'en ai relevé quelques-uns. Certains sont sympas, d'autres un peu plus nauséabonds. Je commence par ceux-là. Lorsque Randall enlève le kilt de Jamie, juste avant le viol brutal, on entend le kilt qui tombe au sol, tout comme on avait entendu le kilt et la ceinture de Jamie tomber au sol dans l'épisode du mariage. On a aussi, je trouve, des similitudes entre la scène de bagarre de Claire et Jamie là, dans la chambre de Jamie, dans le monastère. Des similitudes avec la scène de bagarre juste avant l'épisode, enfin juste avant la fessée en fait, dans l'épisode 9. Voilà. On retrouve aussi le fait que Claire aime les plantes et qu'elle sait s'en servir et à des fins thérapeutiques. Donc j'aime beaucoup, ça va très vite, mais j'aime beaucoup cette petite séquence où on la voit préparer l'huile de lavande. Claire a remis les vêtements qu'elle portait dans l'épisode 14, Une chanson pour Jamie, lorsqu'elle se produisait sur scène aux côtés de Murtock. Donc c'est sans doute des vêtements... elle a revêtu ses vêtements d'homme pour passer inaperçue et passer pour un homme sur les chemins lorsqu'elle attend les hommes qui doivent revenir de la prison. Voilà. Et puis aussi peut-être pour être plus à l'aise, plutôt qu'être engoncée dans ses jupes et ses jupons. J'ai déjà parlé du parallèle de la confession dans la chapelle avec l'histoire familiale de Jamie lors de l'épisode du mariage. Et dernier parallèle, là, je ne sais pas si c'est moi qui extrapole un peu, mais lorsque Jamie se retrouve sur le tabouret près du feu de cheminée et que Murtock lui enlève le seau de Randall, je trouve que dans la position de Jamie sur ce tabouret près de la cheminée, je retrouve un peu la séquence du début d'épisode 2 lorsque Claire lui soigne son épaule. Il y a vraiment beaucoup de différences entre ce qui a été montré à la télé et ce qu'on peut lire dans le roman. Alors, il faut savoir que cet épisode couvre en réalité 5 longs chapitres du roman de Diana Gabaldon. Et il y a beaucoup de différences tant dans la chronologie des événements, enfin, des implications des uns et des autres, et aussi dans certaines approches de psychologie de personnages. Déjà, le sauvetage se passe de manière différente. Il se fait de nuit et Macranock, que l'on avait vu dans l'épisode précédent, est impliqué dans ce sauvetage. D'ailleurs, les premiers soins de Jamie, lorsque enfin il le ramène, se font chez lui. Et c'est lui qui arrache le seau sur le flanc de Jamie. On apprend assez rapidement que
que les blessures de Jamie sont différentes. Il a été beaucoup plus torturé, frappé, violé de nombreuses fois. Il a été brûlé avec un tisonnier. J'ai l'impression que dans le roman, c'était réellement une torture. L'attitude de Jamie est d'abord assez combative, je trouve, lorsqu'il est chez Macrannoc. Il cherche un moyen de s'en sortir, il cherche un moyen de fuir. Il recherche la présence de Claire. Il faut savoir que donc Macrannoc, lui, n'habite pas très loin de la prison. Donc Jamie craint que les Anglais débarquent. Et d'ailleurs, il ne veut pas être endormi pour le soin de sa main. Il aurait trop peur d'être encore endormi et que les Anglais arrivent. Donc le départ de cet hébergement provisoire se fait au petit matin et il y a une longue chevauchée de Claire, Jamie et Murtock jusqu'à la mer. Claire d'ailleurs est obligée de tuer un soldat anglais pour qu'il puisse avancer sans se faire dénoncer et prendre. Et je trouve que ça, dans le roman, c'est mieux et ça fait écho à ce que Jenny avait dit à Claire dans l'épisode 14 au sujet des choses qu'on est capable de faire par amour. Et c'est vrai que jusque-là, que ce soit dans l'épisode 14 ou 15, jusqu'à ce moment-là, on n'a pas vu Claire dans la nécessité de faire des choses complètement répréhensibles. Alors certes, elle est entrée dans le côté sombre, elle est allée loin pour essayer de ramener Jamie à la vie, mais pas jusqu'au meurtre. Alors que c'est le cas dans le roman, elle tue 2 soldats, un dans la prison et un lorsqu'ils partent de chez Macrannoc. La traversée en bateau vers la France se fait tout de suite après. Et ils arrivent chez un oncle de Jamie dans une abbaye. Et c'est à ce moment-là seulement que l'attitude de Jamie change, qu'il refuse de se nourrir, qu'il dit à Claire qu'elle veut qu'elle reparte vers les pierres, vers Franck. Le thème de la spiritualité également est traité de manière différente. C'est beaucoup plus développé. Je le regrettais d'ailleurs tout à l'heure quand j'en parlais. Et la bagarre entre Claire et Jamie, alors elle a lieu également, mais elle est beaucoup plus bestiale. On a un mélange de coups, de sang, de sexe aussi. Et ouais, c'est vraiment le mot, c'est plus bestial. Et enfin, dans la toute fin du roman, on a une scène qui n'a pas du tout été reprise et c'est tellement dommage. Une scène dans les sources chaudes qui sont situées sous l'abbaye, sous le monastère. Et c'est dans ces sources chaudes que les corps de Claire et Jamie se retrouvent et que Claire annonce sa grossesse. Et en fait, le roman se termine avec le choix d'aller à Rome, en Italie, pour retrouver le prince Charles. Voilà, quelques différences comme vous pouvez le constater. Pour cette fin de saison, je crois qu'on apprécie vraiment ce happy end. Avec la tension accumulée lors des 2 derniers épisodes, ça aurait été vraiment très dur pour nous de nous laisser avec un cliffhanger qui nous forçait à revenir voir ce qui va se passer en saison 2. Je crois qu'avec la qualité de cette première saison de Outlander, pas besoin de nous mettre un cliffhanger pour nous faire revenir. On y court. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ce bateau qui quitte les terres d'Écosse nous emmène tout droit vers la saison 2, que bien sûr je vais continuer à décrypter, d'autant que j'aime beaucoup la saison 2 également. Tout le passage parisien me plaît beaucoup, il y a plein de nouveaux personnages à découvrir, donc on va continuer un petit bout de chemin ensemble. Pour découvrir le plus vite possible l'interview de Jamie qui est vraiment très très sympa à écouter. Je trouve qu'il répond avec beaucoup de profondeur aux questions qui lui sont posées. N'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.